Eh bien, bonjour et bienvenue à ce webinaire donc sur, le risque, de change, donc sur le titre exact, «Gestion et couverture du risque de change et comment sécuriser ces transactions». Mesdames, Lucie Ruot et Héloïse Lombard vont présenter pour vous. Elles sont toutes 2 commerciales, produits de change et dérivés au Crédit, Agricole Bretagne International. On vous remercie toutes les 2 pour votre présence. Alors avant de commencer, je vais présenter rapidement, Bretagne Commerce International. Pour la plupart, vous nous connaissez déjà. Donc BCI est une association d'entreprises de plus de 1000 adhérents. C'est un outil du conseil régional et de la CCI, Bretagne qui a été mis en place pour, aider, les entreprises, bretonnes dans leur développement et favoriser, l'investissement étranger en Bretagne. Donc notre objectif, c'est de vous accompagner, d'accompagner les entreprises bretonnes dans leur développement à l'international. Heu, notre équipe est répartie sur tout le territoire breton et donc nous travaillons, avec un réseau de plus de 200 prestataires qui sont agréés et basés dans plus de 100 pays. Notre objectif donc, c'est de vous accompagner sur tout ce qui est conseil, stratégique, conseil, technique et réglementaire. On vous propose par exemple les diagnostics d'accompagnement, par exemple, le PAC entreprise marché ou, le DIAC-TACI, donc, diagnostic des techniques administratives du commerce international. Heu, Nous vous proposons aussi, différents outils comme BCI Info, sur le site de Bretagne Commerce International. Vous avez aussi, l'outil BCI Connect, donc qui est un outil de mise en relation, donc des dirigeants, de dirigeants à dirigeants. On vous propose également, Suppliers from Bretagne, donc c'est une plateforme de promotion des entreprises adhérentes à BCI auprès d'acheteurs étrangers. Vous avez aussi d'autres outils comme la CVTech, donc que vous pouvez consulter. Vous avez différents outils donc que vous pouvez découvrir sur le site, Bretagne Commerce International. Je ne vais pas prendre trop de temps, je vais vous laisser, laisser le temps, imparti à nos expertes. Notez tout de même sur vos tablettes l'Open de l'international, donc enfin après 2 années, voilà, avec la crise que vous connaissez, donc la journée des entreprises bretonnes, revient, et donc ce sera le lundi 4 juillet 2022, bon, pour la 10e édition, donc certainement des surprises à venir. Donc je vais laisser, la parole à Lucie. Vous avez aussi, là sur le PowerPoint que vous allez recevoir, vous avez, les coordonnées de vos différents, conseillers, en CCIT. Donc voilà, je vous laisse la parole, Lucie, merci. Oui, merci Monia, merci beaucoup. Alors effectivement, Monia, a commencé un petit peu à nous présenter. Donc je suis, Lucie Ruot, ma collègue Héloïse Lombard, est ici présente et prendra aussi le relais sur la présentation. Nous travaillons toutes les 2 au Crédit Agricole et plus spécifiquement en Bretagne pour le pôle, international du Crédit Agricole. Nous accompagnons les entreprises, bretonnes dans leur développement à l'international et notamment, concernant leur exposition, en devises et comment gérer au mieux le risque de change. Et nous travaillons aussi avec les Antilles. Petit aparté, supplémentaire. Alors nous allons aborder ici la gestion et la couverture du risque de change, comment sécuriser ces transactions. On verra dans une première partie une situation macroéconomique. On va essayer de faire assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va focaliser sur les États-Unis, la zone euro, Royaume-Uni et certains pays de l'Est. Nous verrons l'impact sur les devises, comment identifier le risque et la perte de change et enfin les solutions de gestion du risque de change. À l'issue de cette présentation, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez et on essaiera d'y répondre au mieux. Monia est là pour faire le relais également. Tout à fait. On va attaquer sur la partie macroéconomique. Alors, on aurait pu commencer par les pays de l'Est, hein, vu l'actualité. On va parler, d'abord des États-Unis parce que, c'est un pays très important, avec un fort développement, économique et d'ailleurs le graphique que vous voyez ici montre le taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut par rapport au trimestre précédent. C'est la courbe noire, la courbe des États-Unis. La courbe rouge est celle de la zone euro et la courbe bleue claire, celle de l'Union européenne. Tout ça pour vous dire que les États-Unis affichent une forte croissance, un fort taux de croissance puisqu'on a un PIB en hausse de 1,7% au quatrième trimestre 2021, ce qui est une donnée très importante, hein, compte tenu de l'historique. Et vous voyez qu'à partir du troisième trimestre 2020, après le démarrage de la pandémie, on a eu une très très forte reprise aux États-Unis. Et en fin 2021, le PIB a progressé à plus 5,7%. C'est sa plus forte hausse depuis 1984. Donc voilà, l'activité économique américaine est soutenue, va bien, et on a vraiment une très forte reprise suite à la pandémie de 2020. Un autre indicateur important à considérer sur une
pour constater une forte reprise économique, c'est l'indice PMI, l'indice des directeurs d'achat. C'est un indicateur avancé hein, de l'économie, mais qui ne préfigure pas forcément de données futures. Mais en tout cas, ça nous montre bien si une activité va bien, ou au contraire, est en ralentissement. Cet indice est à regarder en fonction du secteur d'activité. Donc, typiquement, on va regarder l'indice manufacturier, donc toute l'industrie manufacturière, ou l'indice PMI dans les services, le secteur des services. Il y a une zone très importante sur cet indicateur qui est la zone des 50. Un indicateur qui a une donnée au-dessus de 50 montre une activité en expansion. Au contraire, une zone sous les 50 montre une activité en contraction. Et ici, vous avez la donnée indiquée hein, sur ce slide. L'indice PMI manufacturier aux États-Unis en février 2022 ressort à 58,6. C'est une donnée extrêmement importante parce que ça montre que l'activité industrielle va bien et est vraiment très soutenue aux États-Unis. Et c'est la même chose pour les services puisqu'on a un ISM à 56,5. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais tout ça pour vous dire qu'on a une forte reprise aux États-Unis. Elle est constatée, elle est présente et on peut la lire dans les chiffres. Pour parler devises, parler monnaie, on va devoir parler de politique monétaire. Quand on parle de politique monétaire, forcément, on parle des banques centrales. Que regardent les banques centrales, en tout cas celles du G10 et notamment celle des États-Unis? Elle va regarder bien évidemment la situation économique du pays, donc les taux de croissance, si on est en cas de reprise ou au contraire en ralentissement. On va regarder aussi le marché du travail et on va regarder l'inflation. Et ensuite, avec tous ces éléments, la banque centrale américaine va pouvoir ajuster sa politique monétaire. Donc on a vu taux de croissance important aux États-Unis. Voyons maintenant l'inflation et le marché du travail. Un point important sur le marché du travail, on a eu le rapport mensuel de février récemment, qui montre un taux de chômage extrêmement bas, puisqu'on a un taux de chômage de 3,8% en février 2022. C'est son plus bas niveau depuis février 2020. Donc on retrouve des taux de chômage pré-pandémiques. On a également un point important à souligner, des hausses des salaires, hausse même très rapide, puisqu'on est à plus 5,1% de hausse de salaire en février 2022. Un léger ralentissement par rapport à janvier 2022, mais en tout cas, on a des salaires extrêmement élevés, on a des pressions salariales et clairement des pressions inflationnistes. Et je vais y venir. Un autre sujet sur le marché du travail aux États-Unis, effectivement, un taux de chômage bas, des pressions salariales et des difficultés de recrutement. On a beaucoup de postes vacants aux États-Unis. Donc, clairement, on a un marché du travail très tendu. Et d'ailleurs, le président de la Fed, Jérôme Powell, nous a bien souligné dernièrement que le marché du travail aux États-Unis était très, très tendu. Je parlais des pressions salariales, parlons de l'inflation maintenant. Sur ce graphique, vous voyez l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle le CPI. C'est une donnée clé pour la Banque centrale américaine pour mesurer l'inflation. Sur cette donnée, vous voyez la donnée de janvier 2022 où on avait une inflation globale, la courbe verte, à 7,5% d'inflation. La courbe orange, c'est l'inflation sous-jacente, le core CPI. C'est en fait l'inflation retraitée de tous ces éléments volatiles, que sont l'énergie et les produits alimentaires transformés. Donc même en retirant la partie énergétique qui est extrêmement volatile et importante, on a malgré tout en janvier 2022 une inflation autour de 6%, une inflation sous-jacente. Or, il faut savoir que la Banque centrale américaine a un objectif d'inflation à 2%. Ça, ce sont les données de janvier. Février, on a même des données un petit peu plus élevées puisque l'inflation globale est quasiment à 8% et le core CPI, donc inflation sous-jacente, à plus 6,4%. Donc cette inflation-là, elle est soutenue, elle est forte et elle devrait perdurer. Donc la Banque centrale américaine, pardon, hop, je vais passer, voilà, la Banque centrale américaine va agir, commence à agir, puisque toutes les clés sont réunies pour qu'elle ajuste sa politique monétaire. La Banque centrale américaine avait une politique de taux bas suite à la pandémie, avait mis en place un assouplissement monétaire. Elle a décidé récemment d'arrêter ses achats d'actifs, donc arrêter les injections de liquidités qu'elle avait mises en place dans les marchés pour soutenir l'économie américaine. Et elle va normalement, lors de sa prochaine réunion, qui est demain, relever ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, la Banque centrale américaine a des taux d'intérêt bas, hein, puisque ce qu'on appelle les Fed Funds, taux directeurs, sont autour entre 0 et 0,25%.
Et Jérôme Powell, le président de la Fed, a annoncé récemment qu'effectivement des hausses de taux d'intérêt allaient arriver pour 25 points de base. Donc demain, on devrait avoir cette annonce qui se concrétisera. Pourquoi? Parce que l'inflation est trop forte et la Fed est obligée de bouger parce que le marché de l'emploi va bien et parce qu'on a de la croissance aux États-Unis. Donc effectivement, tous les éléments sont là pour commencer à remonter, les taux d'intérêt. Maintenant la grande question, pour les États-Unis, c'est de savoir de combien de hausses de taux on va avoir aux États-Unis en 2022 et 2023. Alors certains analystes prêchent pour 4 ou 5 hausses de taux, d'autres pour 6 hausses de taux. C'est vrai que, le débat va être constaté à chaque réunion, de la Fed, mais, on sait très bien que en tout cas le resserrement monétaire est enclenché aux États-Unis. La guerre en Ukraine va quand même poser quelques questions on pourra avoir et constater un ralentissement économique, hein, dans certaines zones et potentiellement, aux États-Unis et notamment une inflation qui restera persistante. Donc voilà, tout le débat va être maintenant sur combien de hausses de taux, nous aurons, aux États-Unis. Nos économistes prêchent sur 4 hausses de taux de 25 points de base en 2022 et puis, 1 hausse de taux en 2023. Donc on aurait de toute façon un taux directeur, au-delà de 1 puisqu'on aurait 1,25 de taux directeur en fin d'année 2022. Voilà et à partir de ces éléments-là, enfin la hausse de taux va arriver effectivement demain. On devrait aussi avoir une réduction, de la taille du bilan de la Fed, puisque la Fed a gonflé son bilan, de façon impressionnante, ces dernières années, mais comme la Banque centrale européenne, comme d'autres banques centrales et elle va commencer effectivement à le réduire, dès que le 1er relèvement des taux aura lieu, donc normalement demain. Nous aurons plus de détails de toute façon demain sur les projections, futures. Je passe un petit peu vite, mais on a d'autres sujets à aborder. Je vais vous parler maintenant de la zone euro. Alors en zone euro, on va parler des mêmes thématiques, croissance, inflation, marché de l'emploi. Ici, vous avez un petit, tableau, enfin un petit graphique qui vous montre le taux d'inflation, annuel en janvier 2022. La courbe rouge montre la zone euro, la courbe bleue l'Union européenne et vous avez tous les pays de l'Union européenne en vert. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a une inflation très forte en zone euro, mais ça je pense que vous l'avez tous, perçu. Hem, on a effectivement des données, à janvier, mais on a aussi eu des premières estimations pour février 2022. En février 2022, on a plus 5,8 d'inflation en zone euro. Et une inflation sous-jacente, donc retraitée la partie énergétique, et produits alimentaires non transformés, à quasiment 3. Vous savez, encore une fois, comme la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne a un objectif d'inflation, de stabilité des prix, autour de 2. Forcément, ces données sont conséquentes et bien trop élevées pour la Banque centrale. Je voulais juste, souligner un petit point supplémentaire sur ce tableau. Vous voyez le pays le plus à gauche, qui est indiqué, c'est la France. La France a finalement le taux d'inflation le plus faible des pays de l'Union européenne. Alors pourquoi? C'est vraiment lié à ses choix de politique énergétique et notamment son choix dans le nucléaire puisqu'effectivement, la France est beaucoup moins, dépendante que d'autres pays, notamment de l'énergie, importée. Voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, on a l'impression d'avoir une inflation extrêmement élevée, elle est élevée en France, mais comparée aux autres pays de l'Union européenne, la France a finalement le taux d'inflation le plus faible. On parlait de la croissance aux États-Unis. La croissance en zone euro est bonne et finalement, on se rend compte que la zone euro a bien résisté face à Omicron. On avait beaucoup de craintes en fin d'année 2021 avec le variant Omicron et le ralentissement qu'elle allait pouvoir provoquer sur la croissance. Et finalement, on a un PIB très convenable et notamment en 2021, pardon, un PIB qui est ressorti à plus 5,2. Donc c'est important et voilà un chiffre en croissance avec encore une fois l'indicateur, PMI, indice des directeurs d'achat, largement au-delà de la zone des 50, donc vraiment une activité en expansion, que ce soit dans l'industrie ou dans les services. Et rapidement sur le marché du travail, on a un taux de chômage bas en zone euro. On était à 6,8 en janvier 2022, qui est le plus bas depuis avril 1998. En revanche, à la différence des États-Unis, les salaires restent encore, plutôt faibles et pas de forte pression, salariale, pour le moment, en zone euro. Je vais passer sur, la Banque centrale européenne pour,
Parce que vous verrez aussi, Héloïse le dira sur les projections de change, mais forcément, quand une banque centrale, remonte ses taux d'intérêt, forcément, ça a un impact sur la devise. Typiquement, la Fed qui va remonter ses taux d'intérêt, la devise va devenir plus rémunératrice, donc la devise va s'apprécier, va progresser. Donc ça aura un impact sur le change et sur les projections qu'on pourra avoir, sur 2022-2023. En zone euro, avec tous les éléments que je vous ai indiqués, donc notamment l'inflation extrêmement forte et au-delà des 2, la Banque centrale européenne a indiqué la semaine dernière lors de sa réunion mensuelle qu'elle allait retirer ses liquidités dans le marché et elle allait le faire de façon un petit peu plus rapide que prévu en fait, hein. Au départ, elle devait retirer ses liquidités de façon régulière et pour les terminer ses rachats d'actifs à fin 2022 et en fait ces rachats d'actifs vont se terminer courant troisième trimestre 2022. Donc elle avance un petit peu plus cet arrêt des achats d'actifs. Pourquoi? Bah parce que l'inflation est importante et va perdurer. Et c'est d'ailleurs un discours qui a un peu changé. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, avait un discours assez prudent. Elle disait que l'inflation était forte mais temporaire, que ça n'allait pas durer. Et là, effectivement, eh bien, elle a déclaré dernièrement que l'inflation était forte et ça allait durer. Donc, d'où l'action de la Banque centrale européenne. Donc, un retrait de liquidité dans un premier temps, avec l'arrêt des achats d'actifs et puis, dans un second temps, une hausse de taux d'intérêt. Alors la grande question, c'est quand? Christine Lagarde a laissé la porte ouverte pour une première hausse de taux cette année. On ne sait pas exactement quand. Les cambistes s'attendent à une première hausse de taux de 25 points de base en septembre 2022. Alors voilà, on verra en fonction, bah, de l'impact, de la crise, enfin de la, guerre en Ukraine, sur l'inflation et sur la croissance et je pense que la Banque centrale européenne devra ajuster au fil de l'eau sa politique monétaire et son discours puisqu'on a des éléments, voilà, importants et soudains qui doivent être considérés. En revanche, on sait tous très bien que la Banque centrale européenne ne devra pas monter ses taux trop vite et trop fort parce que, la question se pose sur la soutenabilité des dettes souveraines, en zone euro et notamment la France est un pays, voilà, très endetté, on le sait. Voilà, donc elle le fera de façon progressive, mais une première hausse de taux peut être attendue, cette année, en zone euro. Je vous ai mis sur ce petit tableau les projections d'inflation et de PIB, de la Banque centrale européenne pour 2022 et 2023. Vous voyez ici, sachant qu'elles ont été revues la semaine dernière. Alors la présentation a été faite un petit peu avant, donc voilà, j'en suis désolée, mais la Banque centrale, européenne s'attend à une inflation à 5,1 en 2022, quand sur les dernières estimations, elle s'attendait à 3,2. Donc vous voyez une inflation forte attendue cette année et sur 2023 à 2,1. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne ont, des projections d'inflation fortes sur 2022 et 2023 et le niveau de 2 devrait revenir vers 2024 pour les deux zones. Parlons maintenant du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un peu dans la même thématique, inflation très forte. Sur le graphique ici, vous avez le niveau d'inflation, le CPI. La courbe verte, c'est l'inflation dans sa globalité et la courbe bleu marine, c'est l'inflation, sous-jacente, donc encore une fois retraitée de la partie énergétique et produits alimentaires non transformés. Donc on a une inflation en décembre 2021 à plus 5,4 et l'inflation corps à 4,2 glissement annuel. On est sur des plus hauts de 30 ans, sur l'inflation, au Royaume-Uni. Alors, c'est vrai que la banque centrale anglaise a aussi un objectif de 2 de stabilité autour de 2. C'est une donnée qui est regardée par la banque centrale anglaise. En termes de croissance, on a une très bonne reprise, hein, de l'activité économique, au Royaume-Uni malgré Omicron encore une fois. On a tous été un peu inquiets en fin d'année et finalement, on a un PIB qui ressort à plus 1 au quatrième trimestre 2021 et en janvier, on doit être à plus 0,8. Donc on a, voilà, des bonnes données, macroéconomiques au Royaume-Uni. Les PMI manufacturiers dans les services sont largement au-delà de la barre des 50 puisqu'ils sont quasiment autour de 60 en février 2022, donc une forte expansion de l'activité économique et un marché du travail très tendu, très serré avec un taux de chômage faible, une croissance des salaires qui devrait continuer d'augmenter puisqu'on s'attend à plus 4,8 de croissance des salaires en 2022 et encore une fois, comme un peu aux États-Unis, des postes vacants très importants.
Donc avec tous ces éléments, la Banque centrale anglaise a commencé son cycle de resserrement monétaire puisqu'elle a commencé à remonter ses taux d'intérêt en fin d'année 2021 et elle l'a refait en février 2022. Nous sommes actuellement à 0,50 de taux directeur, au Royaume-Uni et elle devrait continuer à remonter ses taux d'intérêt et notamment nous avons la réunion de la banque centrale anglaise, ce jeudi avec une hausse de taux de 25 points de base attendue. Donc on aurait un taux directeur à 0,75 à partir de jeudi. On a une projection d'inflation extrêmement forte en plus, au Royaume-Uni puisque, avec la composante énergétique notamment, la banque centrale anglaise s'attend à avoir une inflation à 7,5 au mois d'avril, donc voilà des données conséquentes. Hem et donc une action claire, de la banque centrale anglaise qui ça y est, a entamé son cycle de hausse de taux. Voilà, j'ai fait assez vite et Louis, je vais te passer la parole sur les pays de l'Est, sachant que encore une fois, le Crédit Agricole peut vous accompagner sur toutes ces questions, économiques, macroéconomiques, mouvements sur les devises, puisque nous envoyons, quotidiennement une lettre de marché, par exemple, avec beaucoup d'informations sur les grands événements économiques ou géopolitiques, qui peuvent influer sur les devises. Donc, n'hésitez pas à l'issue de ce webinaire, si vous êtes intéressé, on pourra aussi, voilà, vous abonner ou en parler directement. Héloïse, je te laisse la Oui. parole. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Lucie, cap à l'Est maintenant, avec tout d'abord un petit focus sur la Pologne. Pourquoi la Pologne? Tout simplement parce que c'est un pays qui est proche de nous et pour lequel on peut traiter beaucoup de produits sur le marché des changes. C'est un pays avec lequel c'est facile d'avoir des relations et notamment des couvertures de change. Donc, sur la droite, vous avez un graphique de l'évolution de l'euro PLN, PLN, hein, le zloty polonais, sur un an, en sachant que le zloty a récemment touché un plus bas de 5 à peu près, donc 5 zlotys pour 1 euro, conséquence de la crise géopolitique actuelle. En bas, vous avez les produits qui sont traitables sur le marché des changes. On va expliquer les produits ensuite, mais tout ça pour dire que c'est une devise qui est assez liquide. Donc au niveau de la Pologne, on a un petit peu les mêmes thématiques, hein, que sur les zones que Lucie a présentées, une forte inflation et surtout un resserrement monétaire en cours. La dernière réunion de la banque centrale a eu lieu la semaine dernière, de la banque centrale polonaise. Le principal taux directeur a été amené à 3,5 donc une augmentation, assez forte puisqu'on était à 2,75 précédemment et ce taux directeur pourrait atteindre 4 voire plus, dans les mois qui viennent. La prochaine réunion aura lieu le 6 avril. Les salaires sont en hausse, il y a un faible taux de chômage. Donc au niveau du marché de l'emploi, ça se porte plutôt bien, un petit peu comme ce qu'expliquait pardon Lucie sur les États-Unis. Par contre, l'inflation est toujours présente avec quasiment 8 d'inflation prévue pour 2022. Les principales exportations de la Pologne, sans surprise, se font vers les États membres de l'Union européenne pour 75 et les importations proviennent également en grande majorité de l'Union européenne à 55 Il y a aussi, sans surprise, un lien assez étroit entre la Pologne et la Russie, puisque 5 des importations polonaises proviennent de Russie. Justement, sur le slide d'après, quelques informations sur la Russie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet assez vaste par rapport au contexte actuel. On ne va pas s'appesantir dessus. Tout simplement, donc, la Banque centrale russe a relevé son taux directeur à 20 contre 9,5 précédemment le 28 février pour résister aux sanctions occidentales après l'invasion de l'Ukraine. Donc la Banque centrale russe, son but évidemment, c'est d'agir contre la dépréciation du rouble qui a récemment touché un plus bas à plus de 150 roubles pour 1 euro. Donc le rouble se porte très mal. La Banque centrale russe fait des actions pour essayer de soutenir un petit peu sa devise. La prochaine réunion de la Banque centrale aura lieu le 18 mars. Les exportations russes, pas de surprise non plus là-dessus, sont constituées principalement d'hydrocarbures et de produits pétroliers raffinés. La Russie et l'Ukraine, à eux deux, représentent un quart des exportations mondiales de blé. Donc ça, c'est un point qui est très important aussi par rapport aux conséquences qu'il va y avoir sur les autres zones. Et les importations russes, elles, sont essentiellement composées de matériel de transport, de produits pharmaceutiques, chimiques et agroalimentaires. En bas, vous aurez un graphique que vous pourrez regarder dans le détail quand vous aurez le support sur la répartition des partenaires commerciaux de la Russie. Donc, on est surtout avec des relations commerciales avec l'Union européenne à 40 d'un côté et à 35 de l'autre.
Ensuite, on va passer sur la deuxième partie, donc les impacts sur les devises, c'est ce qui nous intéresse. Vous avez donc tout d'abord les perspectives sur les marchés d'échange. Donc, ce sont des anticipations qui sont fournies par les économistes et les analystes de CACIB, donc la banque d'investissement du Crédit Agricole. Donc, CACIB voit plutôt sur la première ligne un euro-dollar autour de 1,14 pour mars. Donc, on n'y est pas, clairement, puisque là, on est plutôt autour des 1,10. Donc, les anticipations sont très bien, elles ont le mérite d'exister chez tout le monde, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes, puisque ça ne prend pas en compte les réactions très rapides des marchés quand on a des situations géopolitiques comme celles qu'on connaît actuellement. Donc, vous avez l'euro-dollar à la première ligne. Ensuite, vous avez l'euro contre les principales devises, donc le yen japonais, la livre sterling, le franc suisse, les devises nordiques. Et ensuite, vous avez également les devises de l'Est. Donc, principalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les économistes voient un euro se renforcer, donc un euro-dollar monter d'ici la fin de l'année et le début de l'année 2023. Quelques généralités maintenant sur le marché d'échange. Donc le marché d'échange, c'est le volume qui est traité quotidiennement le plus important de toutes les classes d'actifs. On est à peu près à 7 000 milliards de dollars traités chaque jour sur le marché. C'est vraiment énorme. On a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur ce marché, puisque c'est un marché qui est très liquide. Donc on a des banques centrales, évidemment, des banques commerciales, les assurances, les institutions financières, mais aussi les entreprises et les particuliers. Il y a plus de 140 devises qui sont traitées partout dans le monde, de gré à gré. Donc, ces devises sont partagées entre les devises majeures, les devises du G10, les devises mineures et les devises émergentes. En 2019, une transaction sur 4 a porté sur l'euro-dollar, donc c'est la paire de devises la plus traitée et la plus liquide au monde. La spécificité du marché d'échange, c'est que c'est un marché qui ne s'arrête jamais, qui tourne H24, puisqu'il commence le matin en Asie, il transite ensuite par l'Europe pour finir à New York, aux États-Unis. Sur la droite, vous avez un petit graphique qui reprend la répartition des produits sur ce marché, sur le marché de change. Et ce qu'on peut en tirer de ce graphique, c'est que les produits les plus traités sont les produits les plus simples. Donc le change comptant, le spot à l'instant T, et les couvertures simples, les couvertures à terme. Quelques généralités encore. La constitution du cours de change. Donc, un cours de change, c'est toujours deux devises, c'est une paire de devises, avec en premier la devise directrice et en second la devise dirigée. Sur l'euro-dollar, par exemple, on parle toujours d'euro-dollar. Si l'euro USD est à 1,12, ça veut dire que pour 1 euro, on a 1,12 USD. Et pourquoi on met l'euro en premier? Tout simplement parce que c'est une norme de marché, pour être sûr que tout le monde parle dans le même sens. Donc, on a l'euro qui arrive toujours en premier en tant que devise directrice. Ensuite, on a les devises du Commonwealth, dont le GBP, surtout le GBP. Donc, par exemple, on va plutôt exprimer la paire GBP-USD. Et ensuite, on a les autres devises, comme l'USD-Yen, l'USD franc suisse. Pour chaque cours de devise, on a toujours deux sens, le sens à l'achat à gauche et le sens à la vente à droite. Et entre ces deux cours, généralement, il y a un petit écart. Ce petit écart, ça s'appelle le spread et ça représente tout simplement la liquidité sur le marché. Par exemple, sur notre fameuse paire de devises euro-dollar, on va dire que le cours moyen est à 1,12, 1,1203. On aura plutôt du 1,12 à gauche et du 1,1205 à droite. Donc l'écart est très faible parce que c'est une devise qui est très liquide sur le marché. Donc, le sens à l'import et le sens à l'export. Ensuite, on vous a mis un petit graphique qui est assez explicite. C'est peut-être un rappel pour certains ou peut-être une découverte pour d'autres. Donc, vous avez l'euro-dollar, le graphique euro-dollar sur un an. Et en vert, donc, on a le sens où l'euro-dollar monte. Donc, quand l'euro-dollar monte, il y a un mouvement d'appréciation de l'euro. Donc, l'euro monte et l'USD se déprécie. À l'inverse, en rouge, sur la droite, quand l'euro-dollar baisse, ça veut dire que c'est le dollar qui s'apprécie et que l'euro, lui, est en baisse. Donc ça, c'est un sens, en fait. C'est vraiment une gymnastique, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Parce que selon votre situation, si vous êtes plutôt à l'import ou plutôt à l'export, il faut surveiller cette évolution. Vous avez des exemples chiffrés. Lorsque l'euro-dollar baisse et que l'USD s'apprécie, un importateur va dépenser plus d'euros que lorsque le dollar se déprécie et inversement, lorsque l'euro-dollar monte et que l'USD se déprécie, ça sera moins favorable pour un exportateur. Il dépensera plus d'euros pour payer son fournisseur.
Alors, on va également continuer sur l'identification du risque et de la perte de change. Héloïse parlait tout à l'heure voilà, du graphique euro-dollar. On a remis ici un graphique du cours de change euro-dollar. C'est un historique sur un an. Donc, on a toutes les variations. On ne va pas les expliquer, rentrer dans le détail. On a mis quatre étoiles rouges en fait sur ce graphique juste pour vous expliquer l'impact sur la trésorerie euro d'une entreprise lorsque vous avez besoin d'agir sur le marché des changes, soit pour acheter du dollar ou au contraire vendre du dollar. On va prendre le cas d'un exportateur, parce que vous êtes, je pense, dans l'assemblée plutôt exportateur de devises, exportateur de dollars. Vous savez que vous allez avoir des encaissements clients tout au long de l'année. Vous vendez des biens ou de la marchandise à l'étranger, vous vous faites payer en dollars. Et effectivement, au moment où vous recevez ces dollars, eh bien, vous avez besoin de les convertir en euros puisque vous avez des charges en euros à payer et donc vous avez besoin de récupérer de la trésorerie euro. On va regarder sur ces 4 dates, prises de façon totalement aléatoire, sachant qu'on considère que vous avez 4 encaissements de 100 000 à recevoir et que vous aviez budgété un cours, autour d'un 18 sur le cours de change dans votre projection de trésorerie euro. Le tableau, en bas à droite pardon, va vous montrer, justement, l'impact et ces différences de change. Typiquement, le premier règlement en avril 2021, le cours de marché était 1,18, vous aviez budgété 1,18, donc on a une différence de change négative. Le deuxième règlement en juin 2021, le cours de marché était à 1,21, vous aviez projeté 1,18 en cours budget, et bien là, vous avez une différence négative de change, puisqu'effectivement, le montant à convertir va être moins important, donc vous allez, parce que vous allez encaisser en euros va être moins important, donc vous avez une différence négative de change d'environ 2 000 €. Au contraire, le troisième règlement, en octobre 2021, bien, le cours de change euro-dollar a baissé. Vous avez un cours marché à 1,1550, donc vous allez vendre vos dollars et acheter des euros à 1,1550, ce qui va vous permettre d'encaisser plus d'euros. Vous avez une différence de change positive. Et au contraire, enfin, dans la continuité, pardon, en janvier 2022, vous allez recevoir des dollars de votre client, vous allez les convertir au marché, qui est donc à 1,1150, et là, vous allez constater une différence positive de change d'environ 4 000 €. En résumé, sur ces 4 encaissements clients et ces 4 conversions de dollars en euros au marché à chaque fois, vous avez au global, finalement constaté une différence positive de change, ce qui est plutôt favorable pour vous. Les évolutions de marché ont été plutôt favorables et dans votre sens, ce qui est très bien. Si on prenait le cas de l'importateur, et je ne vais pas revenir dans tout le détail des chiffres, mais au contraire, l'importateur qui subit ces mêmes variations de change et qui intervient aux mêmes dates de règlement fournisseur, pour lui en tout cas, eh bien, lui aura constaté des différences négatives de change. Donc tout ça pour dire que finalement, des encaissements clients que vous recevez, que vous devez convertir au marché, ces fluctuations de marché peuvent avoir un impact fort sur votre gestion de trésorerie euro. Et comment faire justement pour éviter de subir ces variations de change. Et ça, on va le voir effectivement tout à l'heure dans la présentation. Quand on parle de mouvement sur le marché des changes, il y en a régulièrement, tout le temps. Le marché des changes est très volatile, surtout en ce moment. Mais on a aussi parfois des mouvements très brusques. Alors heureusement, c'est pas tous les jours, mais il faut aussi avoir en tête que sur des devises très stables, qui paraissaient très stables en tout cas, on a eu historiquement des mouvements importants. On vous a donné 2 cas ici. Le premier du graphique en haut, c'est le cours de change de l'euro franc suisse, euro CHF. Et vous voyez une forte baisse du cours de change euro-franc suisse en janvier 2015 qui représente en fait l'abandon du taux plancher 1,20 que défendait la Banque centrale suisse. La Banque centrale suisse ne voulait pas que le franc suisse s'apprécie trop fortement et donc défendait un taux plancher 1,20. Et puis du jour au lendemain, elle a annoncé ne plus défendre ce taux plancher. Et donc l'euro franc suisse a perdu 18% en quelques secondes sur cette annonce. Donc forcément des clients à l'importation en Suisse ont eu des marges commerciales clairement extrêmement rognées et ça devenait très problématique pour eux et pour leur activité. On vous a pris un autre exemple, c'est le graphique du bas, l'euro GBP, donc la livre sterling, où en juin 2016, il y a eu le référendum, hein, vous savez, et le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, le livre l'a remporté, et en quelques heures, eh bien, l'euro GBP a progressé de plus 9%. Donc forcément, des entreprises françaises qui exportaient vers le Royaume-Uni ont eu aussi beaucoup de questions sur leur marge commerciale et l'impact sur leur trésorerie euro.
Donc voilà, on a parfois des devises qui peuvent paraître plus ou moins stables, mais un jour ou l'autre, à un moment donné, une situation politique, une situation de banque centrale peut faire varier, le cours de façon, extrêmement importante. On a voulu vous lister quelques questions, peut-être à se poser, en entreprise en se disant: «Bah, est-ce que vraiment moi j'ai une exposition de change? Est-ce que vraiment, je suis concernée par cette exposition en devises et par ce risque finalement, de fluctuation des devises?» Eh bien, c'est vrai que les questions que vous devez, forcément vous poser, c'est: «Est-ce que je vends des biens et des services hors zone euro? Est-ce que je vends mes biens et mes services, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans des pays scandinaves? Est-ce que j'achète des produits ou des matières premières hors zone euro? Est-ce que je vais m'approvisionner en Chine? Est-ce que j'ai un sujet paiement de mon fournisseur en dollars US, par exemple? Est-ce que j'ai une filiale à l'étranger ou est-ce que j'ai l'intention de créer une filiale à l'étranger, hors zone euro? Est-ce que dans mon compte de résultat, je constate, des gains ou des pertes de change? Et une dernière question, est-ce que j'ai de la remontée de dividendes à faire ou à payer? Donc là, c'est effectivement quelques indications qui peuvent vous permettre de souligner une exposition change existante. Lorsqu'on parle de risque de change, en général, on distingue 2 grands risques de change. Il y a le premier, c'est le risque de change transactionnel, c'est celui qu'on connaît le plus en fait, hein, puisque c'est vraiment lié à une transaction. Typiquement, vous avez, une facturation en devise, vous avez un fournisseur à régler en devise, donc vous allez avoir une exposition, directement, de change et un risque de change transactionnel, ou au contraire, vous avez un encaissement client, en devise et bien là, vous avez aussi, une recette, en devise, une exposition future qui va arriver, et dans une devise autre que votre devise, fonctionnelle. Le risque de change bilanciel, c'est plutôt lui un risque comptable en fait, il va vraiment provenir de la conversion des éléments, du bilan et du compte de résultat de filiales étrangères, et qui sont effectivement, valorisées en devises locales et donc là, vous avez effectivement plutôt ce risque comptable à considérer et sur lequel on peut se couvrir. Donc pour résumer cette identification du risque, c'est vrai que la gestion et la couverture des risques, ont une dimension stratégique, hein, pour l'entreprise et pour son équipe dirigeante. L'objectif premier, c'est effectivement de protéger vos marges commerciales, sans spéculer, hein, sur l'évolution du change. Le Crédit Agricole vous accompagne dans cette optique de protection d'activité, protection de marge et non pas, voilà, sur des objectifs de spéculation puisqu'on sait tous que le marché des changes est un marché gré à gré, on peut tout faire mais voilà, notre équipe vous accompagne sur la protection d'activité. Une question aussi à se poser, parfois certaines entreprises peuvent se dire, «Finalement moi je préfère travailler en euros, même avec mes fournisseurs, ou je préfère que mes clients me règlent en euros, c'est plus simple pour moi, c'est facile, ça m'enlève une épine du pied». Alors c'est vrai que c'est peut-être plus simple au quotidien pour vous, mais en même temps, il faut savoir que travailler en devises étrangères peut vous apporter un avantage concurrentiel sur votre marché. Typiquement, vous souhaitez, exporter aux États-Unis et vendre, vos biens ou vos marchandises aux États-Unis. Si tous les concurrents vos concurrents travaillent en dollars US, je pense que vous aurez un intérêt à travailler en dollars US parce que vous risquez de gagner un peu plus de marché en travaillant dans la devise, de référence, du marché en question et surtout sur le pays nommé. Et de la même façon, régler votre fournisseur en devise locale peut faire aussi tout son sens pour avoir un peu plus de transparence de prix. Puisque lorsque vous devez régler votre fournisseur, dans votre devise, l'euro, c'est bien le fournisseur qui va devoir porter le risque de change et le prix peut être un petit peu moins transparent dans ce cas-là. Donc voilà, c'est aussi, un raisonnement à avoir et peut-être se poser ces questions, de temps en temps en fonction du marché et en fonction du pays. Et bien évidemment, couvrir le risque de change protège le bilan et le compte de résultat de l'entreprise et vous permet d'optimiser votre trésorerie. Puisqu'effectivement, on a des outils de gestion du risque de change, mais aussi des outils de gestion de trésorerie qu'on n'abordera pas là parce qu'on va pas le temps, mais on a aussi des outils de gestion de trésorerie. Et tout ça passe par une bonne connaissance des flux, bien évidemment, pour vous proposer des stratégies de couverture adaptées. Je vais laisser Héloïse continuer sur la partie couverture. Avec 2 approches de couverture en effet. Donc d'un côté, on a la possibilité de mettre en place, des couvertures par contrat, donc ce qu'on appelle plutôt de la micro-couverture. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas ou peu de décalage entre le cours de référence d'achat ou de vente et le cours de couverture. Vous suivez en fait l'évolution du marché, ce qui peut aussi être considéré comme un inconvénient parce que vous avez moins de flexibilité sur le point d'entrée, puisque dès que vous avez un contrat, vous couvrez contrat par contrat. Donc au moment où le contrat arrive, vous décidez de mettre en place la couverture.
Ça vous offre un avantage concurrentiel un peu moindre, parce que c'est seulement la marge commerciale, votre marge commerciale qui se dégage. Ça vous empêche entre guillemets de faire un prix de gros. Au contraire de la couverture globale, donc sur la droite ou la macro couverture, ça vous offre de la flexibilité sur le point d'entrée de marché. Par exemple, vous savez que vous avez un courant d'affaires à l'année ou sur 6 mois ou sur 2 ans à l'achat ou à la vente, donc à l'import ou à l'export. Vous décidez de mettre en place une couverture sur le montant global et de venir impacter cette couverture au moment où vous avez vos encaissements ou vos décaissements pardon, qui sont prévus. Donc voilà, ces deux approches qui peuvent se compléter, ces deux approches qu'il faut analyser selon votre stratégie et selon vos besoins et vos volumes surtout d'activité. Justement, c'est important de se pencher sur votre exposition en devises parce que ça vous permet, comme le disait Lucie, de sécuriser vos marges, ça vous permet de gagner du temps aussi, de réduire la volatilité sur vos revenus, de sécuriser les revenus futurs en connaissant le cours de change qui sera appliqué à une échéance future. On va voir ça ensuite dans les produits de couverture et donc de couvrir le risque. Le timing de la mise en place de vos couvertures dépendra de plusieurs facteurs. Donc le calendrier d'ajustement de vos prix. Est-ce que vous avez la possibilité d'ajuster vos prix plusieurs fois par an, une seule fois par an? Est-ce que vous pouvez ajuster vos prix sur chaque commande? De vos convictions et anticipations. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour expliquer le fonctionnement des produits, bien sûr, mais il y a aussi une dimension psychologique et vous, comment vous voyez les choses sur votre stratégie de couverture. Le spot du moment. Le spot, c'est le cours de change à l'instant T. Vos cours budget passés, les cours budget futurs. La concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence sur votre marché? Comment font vos concurrents? Les couvertures déjà engagées. Parce que bien sûr, si vous avez une expérience passée avec certaines couvertures, vous pouvez avoir une vision des choses très claire. Ou au contraire, si un produit de couverture s'est mal débouclé, vous pouvez vouloir changer de produit dans le futur. La diversification des stratégies, donc ça vous offre de la souplesse. Vous avez plus bas les différents scénarios en fait sur comment répartir vos couvertures entre les couvertures plutôt simples et les couvertures qui offrent un peu plus d'optimisation. Donc là, on partirait plutôt sur des produits un peu plus structurés, type option. Donc il y a pas de proportion idéale, hein, c'est vraiment, vous qui décidez et nous qui sommes là en accompagnement pour vous guider, pour vous expliquer et pour adapter votre stratégie selon vos besoins, parce que les besoins peuvent évoluer aussi, selon votre activité. Donc là, on va passer à la partie 4, donc les solutions de gestion du risque de change. Donc la première solution qu'on va vous proposer, c'est le change comptant. On l'appelle le spot, hein. Le change comptant, c'est le fait d'échanger une devise contre une autre à l'instant T, au cours marché à l'instant T. Le spot, généralement, la norme de marché, c'est 2 jours ouvrés après la date de négociation. Donc, si par exemple vous décidez d'acheter du dollar maintenant, donc vous achetez du dollar, vous vendez de l'euro, vos euros sont vendus dès maintenant, les dollars sont achetés, donc sont crédités sur votre compte en dollars 2 jours ouvrés boursiers après la date de négociation. Si vous avez besoin des devises avant, des devises euros ou dollars, hein, selon votre sens, on peut bien sûr appliquer de la valeur J ou J+1. C'est important de le savoir, même si la norme de marché, on est sur du 2 jours ouvrés boursiers. Le change au comptant, ça ne constitue pas une couverture du risque de change, puisque c'est vraiment l'échange de devises à l'instant T au cours marché. Il n'y a pas de flux futur, à part ces 2 jours normés ouvrés boursiers, mais ce n'est pas une couverture du risque de change. Ça vous permet donc de profiter de la configuration de marché au moment où vous traitez l'opération, ce qui peut constituer un avantage hein, si le cours marché vous est favorable, s'il y a un mouvement de marché qui vous est favorable. Ça vous fixe le cours d'achat ou de vente d'une devise, mais ça ne rentre pas dans le champ réglementaire de produits dérivés puisque ce n'est pas de la couverture. L'inconvénient, bien sûr, c'est que si vous passez l'opération au téléphone, par mail à l'instant T, et si ensuite la devise fluctue dans l'autre sens, vous perdez l'opportunité d'améliorer votre cours de change. On ne peut pas revenir en arrière. Une fois que l'opération est passée sur le marché, elle est passée, on ne peut pas l'annuler. Si on l'annule, ça veut dire qu'on fait l'opération de sens inverse sur le marché et qu'il y a donc une différence de change à constater. Donc ça, c'était le premier produit, le change au comptant, le spot, donc pour lequel il suffit d'avoir un compte en devise. Il n'y a pas besoin de formalisme supplémentaire. Ensuite, on a des solutions de couverture
de risque de change. Donc la première solution qu'on va vous présenter, c'est le terme ferme. Donc le terme ferme, c'est une opération qui vous permet de vous assurer un cours de change à une date ultérieure, à une date future. Vous avez la possibilité de venir mobiliser par anticipation ce change à terme ou de la proroger par ce qu'on appelle un swap de devise. Le cours à terme d'une devise, c'est pas nous qui décidons du cours à terme comme ça, c'est vraiment une opération de marché qui résulte d'une opération de change au comptant, de change spot, couplée à une opération de prêt-emprunt dans les deux devises qui sont prises en considération. Et cette différence entre le cours d'une devise au comptant et le cours d'une devise à terme, c'est la conséquence du différentiel de taux entre les deux devises en question. On va prendre un exemple chiffré juste ensuite. Après, ça sera beaucoup plus simple. Donc, on est toujours dans le sens exportateur USD. Bien sûr, on peut répliquer les couvertures dans le sens importateur. Ça, il faut toujours avoir ça en tête. Et là, on a axé la présentation sur le dollar américain, mais on peut bien sûr avoir des cotations dans d'autres devises. Il ne faudra pas hésiter à nous solliciter si vous avez une exposition dans d'autres devises. Donc, le montant du terme, le montant du dossier, c'est défini pour chaque échéance. C'est vraiment vous qui décidez quel montant vous souhaitez couvrir. Le sens vendeur USD contre euro. Donc les cotations ont été faites la semaine dernière. On avait par exemple un cours de référence à 1,1255 et vous avez un échéancier. Donc l'échéancier, on avait choisi des dates précises, 1 mois, 3 mois, 6 mois. La date d'échéance, c'est également à votre main. Si vous savez que vous avez une couverture ou que vous avez un besoin à couvrir au 15 juin 2023, c'est tout à fait possible de choisir cette date en tant que date d'échéance. Et donc vous avez la colonne point de terme et la colonne court à terme. Donc le court à terme, c'est tout simplement le spot client de référence auquel viennent s'ajouter les points de terme. Et donc là, on est dans le sens exportateur USD. Ça veut dire que dans ce sens-là, vous vendez des dollars, vous achetez des euros. Et pour vendre des dollars, on part d'une base zéro. On n'a pas de dollars, on doit les emprunter. Le marché emprunte des dollars pour les vendre. On vend les dollars, on récupère des euros, les euros qu'on achète. Mais ces euros-là, on n'en a pas besoin tout de suite puisqu'on a décidé qu'on en aurait besoin à terme, dans 6 mois par exemple. Donc les euros vont être placés, donc les euros vont être rémunérés. Et ces points de terme, c'est la matérialisation du fait d'avoir emprunté des dollars, ça coûte de l'argent d'emprunter des dollars, et le fait d'avoir placé des euros qui sont rémunérés à terme. Donc ces points de terme, c'est pour ça que là, ils vont venir s'ajouter au cours de référence et que votre cours à terme sera supérieur à votre cours comptant, dans le sens exportateur dollar. C'est ce différentiel de taux qui est matérialisé dans ces points de terme. Donc à chaque échéance, les dollars vendus, donc les dollars qui sont sur le dossier, sont débités du compte en devise et la contre-valeur euro créditée sur le compte courant. Et ça, c'est bien à chaque échéance. C'est à l'échéance future. Donc le terme ferme, au niveau des avantages et des inconvénients, juste après, ça vous protège contre une évolution défavorable du change. L'impact des variations du cours de change sur vos encaissements est maîtrisé. Vous pouvez, si vous recevez les dollars en avance, par exemple, vous pouvez venir débloquer les dollars sur la couverture et recevoir les euros en avance. Mais si vous faites ça, il y a un impact sur le cours qui est constaté, le différentiel de taux est recalculé. Donc voilà au niveau du terme ferme. Ce qui est très pratique si vous avez un échéancier défini. Vous savez que votre client va vous payer à une certaine date. Vous pouvez anticiper en disant moi je sais que mon client me paye dans 6 mois. Donc dans 6 mois, je veux connaître dès à présent le cours de change qu'il sera appliqué. On a une deuxième solution qui s'appelle le FlexiGain. Le FlexiGain, c'est un produit crédit agricole qui offre un peu plus de souplesse que le terme ferme. Tout simplement parce que le FlexiGain, c'est une enveloppe de devises qui est souscrite pour un certain montant. On a un seuil d'entrée qui est de 40 000 $ équivalent minimum, mais c'est une enveloppe de devises qui est valable par défaut 1 an. Donc voilà pourquoi ça offre plus de souplesse que le terme ferme, parce que vous savez que vous avez 1 an pour utiliser cette enveloppe et c'est vous qui décidez à quel moment vous allez venir puiser dans cette enveloppe. Donc, au fur et à mesure de vos encaissements ou de vos décaissements, vous pouvez venir puiser dans l'enveloppe et convertir les dollars en euros au cours du dossier. Les points de terme sur le marché, ils existent toujours, puisque la mécanique est la même. On vient emprunter des dollars et on vient placer des euros. Mais contrairement aux termes fermes, les points de terme, au lieu d'être répercutés sur le cours du contrat, les points de terme vont être répercutés tous les mois sur votre compte euro sous forme d'intérêt débiteur ou créditeur, selon les conditions de marché. Donc là, vous avez un exemple chiffré. Donc le montant 40 000 $ minimum, c'est ce que je vous disais à l'instant. L'échéance 1 an, 12 mois, parce qu'il faut que l'enveloppe soit vidée au bout de 1 an.
votre cours de référence, 1,1255. Ça veut dire que vous avez 1 an pour vendre vos dollars contre euros à 1,1255 et vous utilisez l'enveloppe quand vous le souhaitez, pendant la durée de vie du contrat, en fractionnant les utilisations. À l'échéance, le contrat est automatiquement soldé, avec ce qu'il reste dessus. Les avantages et les inconvénients. Comme je vous le disais, le cours de change est connu dès la mise en place du contrat et pour une durée définie, 1 an. Et vous avez la possibilité de procéder à des levées anticipées en valeur jour à tout moment et sur la base du cours de contrat. Donc vous connaissez déjà la contre-valeur euro que vous allez recevoir quand vous déciderez de venir débloquer les dollars de l'enveloppe. En inconvénient, vous ne profitez pas de l'amélioration du cours puisque c'est un produit de couverture, hein, donc comme tous les produits de couverture, une fois que le cours est bloqué, on ne peut pas revenir en arrière et à l'échéance, le contrat est soldé. Donc là, si on est dans le sens, vendeur de dollars, ça veut dire qu'à l'échéance, s'il reste un résiduel sur l'enveloppe, bah, ce résiduel sera débité de votre compte dollars et la contre-valeur euro créditée de votre compte euro, même si vous n'avez pas les dollars. Donc voilà, d'où l'intérêt d'ajuster le montant de souscription dès la mise en place. Donc voilà pour ces 2 produits, simples. Donc le terme ferme d'un côté et le FlexiGain de l'autre. Et je vais passer la main à Lucie pour le produit suivant, le FlexiTerm. Merci Héloïse. Alors effectivement, le flexi-terme va être un combiné des 2 produits précédents présentés par Héloïse, donc le change à terme et le flexi-gain. Le flexi-terme va être une enveloppe de devises, un peu comme le flexi-gain finalement. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en place sur 12 mois glissants. Vous pouvez choisir une durée plus courte ou au contraire une durée plus longue. Donc là, vous ajustez vraiment la durée de couverture que vous souhaitez. Heu, En revanche, le cours garanti est unique, intègre les points de terme, à la différence du FlexiGain. Le différentiel de taux était constaté avec le FlexiGain à chaque mois écoulé. Ici, le FlexiTerm va tout englober. Le change au comptant, le différentiel de taux et vous apporte de la souplesse d'utilisation puisqu'effectivement, vous allez pouvoir utiliser cette enveloppe quand vous voulez pendant sa durée de vie. L'objectif est bien évidemment de l'avoir utilisée, à l'échéance, au maximum à l'échéance. Donc ce contrat est bien évidemment personnalisable et il est possible aussi, de faire des dates de départ différées. C'est-à-dire que vous souhaitez couvrir dès maintenant un contrat, un gros contrat par exemple ou un appel d'offres, sauf que vous savez parfaitement que ce contrat ne va de toute façon démarrer que dans 1 mois ou 2 mois, mais vous souhaitez figer déjà toutes ces conditions puisque vous avez fait votre, votre tableau de flux, hein, de trésorerie et donc vous avez besoin de couvrir dès maintenant ce risque de change et ce cours de change. Et notamment pour la partie acheteuse, c'est toujours intéressant de gagner un peu de points de terme, comme on dit. Donc voilà, les départs différés, départs décalés peuvent parfois être intéressants. Mais ça, on en parle ensemble si vous avez voilà, des sujets très spécifiques. Sachez qu'on peut faire ces dates de départ décalées sur le flexi-terme. Les montants minimums, sont un petit peu plus conséquents que sur le FlexiGain, puisque le FlexiTerm couvre les opérations ayant un montant minimum de 300 000 € équivalent et les montants minimums de retrait ou d'utilisation sont de 30 000 € minimum. Voilà, donc ce sont des enveloppes un peu plus importantes et qui englobent effectivement, bah, les points de terme et le spot. Hop, je vous montre ici, une cotation et un exemple de flexi-terme. Donc Héloïse le disait tout à l'heure, quand vous avez un spot client de référence à 1,1255, et bien là, quel va être l'impact du cours du flexi-terme à 12 mois? Eh bien, on va avoir un cours flexi-terme euro-dollar à 12 mois à 1,1485. En fait, pour bien comparer ce produit par rapport aux autres, il faut le comparer au change à terme, puisqu'en fait, comme le flexi-terme intègre les points de terme, donc les différentiels de taux d'intérêt entre les 2 devises sur la période de temps, il faut le comparer au change à terme et le change à terme a un cours qui serait un tout petit peu amélioré il serait autour d'un 14,55 si je ne me trompe pas. Donc finalement, avoir de la flexibilité d'utilisation sur le produit, apporte un léger surcoût, mais qui vous permet en tout cas d'avoir, toute cette souplesse d'utilisation et de ne pas être figé sur une date précise comme le change à terme. Et je vous ai mis aussi, la cotation du flexi-terme euro-dollar, à 6 mois. Donc en fait, avec une couverture flexi-terme euro-dollar à 12 mois à 1,1485, vous allez vendre vos dollars à 1,1485 au plus tard dans 12 mois. Vous pouvez le faire de façon fractionnée, quand vous voulez. Effectivement, si à l'échéance, il vous reste un solde sur l'enveloppe flexi-terme, eh bien ce solde va être automatiquement soldé. Donc effectivement, vous allez avoir le compte dollar débité et le compte euro crédité de la contre-valeur, donc à 1,1485. Hop, je vais juste vous mettre les avantages et les inconvénients en même temps. Donc vous avez effectivement un cours de change qui est connu dès la mise en place du contrat pour une durée définie.
Vous avez la possibilité de procéder à des levées anticipées. Alors effectivement, vous pouvez fractionner vos utilisations, hein, avoir une enveloppe flexiterme mise en place sur 12 mois, et puis l'utiliser en 2 fois ou au contraire l'utiliser en 5 fois si vous le souhaitez. Et vous n'allez pas avoir d'incidence de point de terme. Comme tout est englobé dans ce contrat, finalement, le léger surcoût au départ va vous permettre d'avoir un cours de change connu à chaque fois et sur chaque utilisation du produit. Et comme les autres produits de couverture, une fois qu'on a figé ces conditions de flux futurs, eh bien, on ne peut pas revenir dessus. Donc, on ne peut pas profiter d'une amélioration du cours s'il y a. Et puis, attention au seuil minimum de souscription et de tirage qui sont un petit peu plus conséquents que sur le FlexiGain. En fonction en fait de la devise, en fonction du contexte de taux d'intérêt, certains produits peuvent faire plus de sens que d'autres. Et ça, c'est vraiment des discussions qu'on peut avoir ensemble et pour aller un peu plus loin et sur tel ou tel produit, on vous conseille, en fonction de la maturité de couverture que vous souhaitez, quel serait le produit le plus adapté, en fonction de la devise, en fonction typiquement des resserrements monétaires des banques centrales et de l'impact que ces resserrements monétaires peuvent avoir sur les points de terme. Tout ça, on en parle ensemble et bien évidemment, on fait un diagnostic au préalable. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir sur les solutions de couverture de change, on peut avoir un mix de différents produits. On n'est pas obligé de se dire, je couvre tout mon exposition ou une partie de mon exposition sur tel produit. Je peux aussi dispatcher ma stratégie de couverture et mes produits d'utilisation. Je peux très bien effectivement avoir un FlexiGain en place pour tel contrat ou tel client et avoir un flexiterme en vie pour un autre contrat ou un autre client. On va vous présenter une autre solution qui est le tunnel, parce que là, on vous a présenté des produits assez simples, assez classiques sur le change. Il existe des produits très dynamiques, voire très, très sophistiqués sur le change. Le tunnel, ça reste un produit de couverture, mais qui est un peu plus dynamique, qui va vous permettre de couvrir un niveau de marché, un cours de change que vous souhaitez, tout en profitant d'une amélioration du change s'il y a. Et pour fonctionner avec le tunnel, on a 2 bornes. On a une borne haute, le plafond, et on a une borne basse, le plancher tout simplement, qui va correspondre à un achat d'options ou à une vente d'options. Alors ici, on va parler de achat de call euro put dollar pour l'achat d'options et pour la vente de l'option, une vente de put euro call dollar. Alors dans le jargon, c'est toujours un peu, on va aller sur un exemple concret et ce sera bien plus parlant. On vous a pris le cas de figure où vous devez couvrir un encaissement client dans 6 mois. Vous êtes vendeur de dollars et effectivement, vous savez que vous allez encaisser X milliers de dollars dans 6 mois. Eh bien, vous souhaitez vous couvrir. Vous avez un cours à protéger à 1,16. Finalement, c'est votre cours plafond. C'est le cours budgété pour vous hein, dans ce contrat client et dans vos flux de trésorerie. Donc, vous vous dites, voilà, je souhaite dans 6 mois couvrir du 1,16. Mais en même temps, s'il y a une amélioration du change, j'aimerais bien l'avoir, au moins pour partie. Donc, comment faire? Eh bien, vous allez acheter une option à 1,16, qui est la borne haute du tunnel, et en parallèle, vous allez vendre une option, la borne basse, à 1,1115. Ces deux niveaux donc encadrent différents scénarios, on va en parler, mais ces niveaux peuvent être tout à fait réajustés, hein. C'est-à-dire que nous, on les a fixés à voilà, 1,16 et puis 1,1115. On peut aussi se dire, finalement, j'aimerais bien que ces deux bornes soient un peu plus écartées, donc avoir un 17 protégé en haut et quel serait l'impact sur ma borne en bas. Tout ça, c'est des réajustements aussi qu'on fait avec vous en fonction de votre cours budget, de votre prévisionnel et de votre volonté de protection, de cours de protection, pardon. Donc, quand je reprends effectivement le tunnel 1,16, 1,1115, que va-t-il se passer sur le produit? C'est un produit qui fonctionne à l'échéance. Donc, comme finalement le change à terme, on va regarder à l'échéance où se situe le cours de change. 3 cas de figure, soit le cours de change est au-dessus d'un 16, soit il est entre un 11,15 et un 16, donc les deux bornes, ou soit il est en dessous, inférieur à un 11,15. Prenons le cas où le cours de change à l'échéance, dans 6 mois, est au-delà d'un 16. Eh bien, vous n'allez pas vouloir vendre vos dollars à 1,20 si le cours de change est à 1,20, puisque vous avez voulu une protection à 1,16. Eh bien, là, le tunnel va faire tout son sens, puisque votre achat d'option va s'activer, vous allez l'activer, et donc vous allez pouvoir vendre vos dollars à 1,16. Vous êtes protégé, vous avez votre couverture. Si le cours de change, en revanche, à l'échéance est entre les deux bornes, donc 1,1115, 1,16, eh bien, il ne va rien se passer sur le produit. Finalement, c'est comme s'il n'existait pas et vous allez pouvoir vendre vos dollars au marché.
Donc, si imaginons le cours de change à ce moment-là est à 1,12, eh bien vous allez pouvoir vendre vos dollars à 1,12. Donc finalement, vous n'avez pas d'obligation, vous faites absolument ce que vous voulez et vous avez la possibilité de bénéficier d'une amélioration du change jusqu'à 1,1115. Parce qu'à l'échéance, si le spot est sous les 1,1115, eh bien là, vous avez l'obligation de vendre vos dollars à 11,15. Donc finalement, vous avez une possibilité de couverture à 1,16, mais une obligation si le cours de change vient se traiter en dessous de 1,1115. Donc voilà, c'est un produit plus dynamique qui vous permet d'être couvert, mais en même temps de profiter d'une amélioration du change, qui fonctionne avec une date précise, future, et qui ne nécessite pas de décaissement de prime. C'est-à-dire on dit que c'est une stratégie à prime nulle. Donc vous n'avez pas besoin de payer une prime de marché pour mettre en place ce type de produit. On pourrait être amené à mettre en place des produits avec des primes à payer en fonction des bornes et des ajustements des bornes. Mais ce n'est pas la grande partie des entreprises qui travaillent avec des décaissements de primes. Voilà, donc l'avantage, effectivement, c'est le versement d'une prime qui est faible, voire nulle. Vous pouvez, en étant couvert, bénéficier d'une amélioration favorable du change. L'échéance du tunnel est fixe, ça je vous le disais. Et puis, et finalement, vous avez une perte d'opportunité si effectivement le cours de change va encore plus bas et au-delà d'un 11,15 puisque vous avez l'obligation de vendre cette fois-ci à 11,15. Ça reste un produit de change, une obligation sur les marchés dans le cas de la vente de l'option. Donc si vous devez retourner annuler cette position, eh bien il y aura un écart de change à constater bien évidemment à ce moment-là. Donc voilà un petit peu sur la présentation des solutions de couverture du risque de change. Vous avez, comme le disait Héloïse, le spot. Le spot, c'est vraiment je convertis mes devises au marché au moment où je souhaite les convertir. Et vous avez des solutions de couverture différentes en fonction de votre activité, de votre stratégie de couverture, de vos échéanciers, voir si vous avez beaucoup de visibilité sur vos flux futurs, les dates notamment, et sur la durée. Et puis ajuster aussi le montant de couverture que vous souhaitez. C'est-à-dire que sur une exposition de 100, vous n'êtes pas obligé de couvrir la totalité de votre exposition, vous pouvez couvrir qu'une partie de votre exposition. En fait, tout va dépendre des marges commerciales que vous avez et savoir si elles sont confortables, au contraire, des marges assez serrées et qui nécessitent une couverture presque à 100%. Voilà sur les outils. Je voulais juste rajouter un dernier point. On parlait effectivement notamment du spot avec Héloïse et il y a une spécificité aussi, ce qu'on fait au Crédit Agricole, en plus des informations de marché qu'on peut vous envoyer régulièrement. Nous informons aussi, nous alertons beaucoup nos clients sur les mouvements de marché. C'est-à-dire que si vous avez un besoin spécifique, si vous avez besoin qu'on surveille un niveau spécifique pour vous de marché sur l'euro-dollar, l'euro GBP, l'euro-dollar canadien, eh bien ça c'est des choses qu'on fait et on vous appelle, on vous alerte et on surveille pour vous un niveau cible, un niveau clé qui est important pour vous. Voilà pour cette présentation. Alors Héloïse et moi espérons que ça a été clair. Si vous avez des questions, on est là, on a encore quelques minutes pour y répondre. Vous avez nos coordonnées et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter même dans un second temps voilà, pour d'autres questions, pour aller peut-être plus loin sur d'autres devises, hein, notamment. On n'a pas pu aborder la devise canadienne. On aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le dollar canadien, sur la devise chinoise. Voilà, enfin, n'hésitez pas en tout cas. On est à votre disposition. Et petit point, la liste des produits, donc notamment les produits structurés comme le tunnel, les options. Donc évidemment, c'est pas exhaustif. Il y a une multitude de produits qui existent. Donc ça, on peut vous faire suivre des cotations selon vos besoins et selon la stratégie. Ça rejoint les précédents slides aussi, selon votre stratégie. Voilà, les produits optionnels, ça se construit et il y en a une multitude sur le marché. Très bien. Alors, je ne vois pas de questions. C'est vrai que le sujet est très technique. Mais voilà, si vous avez des questions par la suite qui vous viennent après, voilà, après avoir digéré quelques infos, ce que vous pouvez faire, c'est soit revenir vers nous, vers vos conseillers, ou alors envoyer vos questions directement à Lucie et Héloïse. Pour votre information, ce webinaire sera mis sur le site de BCI, donc en replay. Vous aurez également accès, donc vous allez recevoir la présentation, donc vous pouvez toujours revenir sur le replay. Vous pouvez aussi le transmettre à vos collègues qui n'auraient pas pu assister à cette réunion. Voilà, si vous avez des questions, vous avez besoin de préciser quelque chose, peut-être Héloïse, Lucie, un petit mot de la fin, je ne sais pas. Merci Monia de nous Merci. avoir invités. Avec plaisir.
On Avec est Merci plaisir. de votre ravis de... attention. C'est nous qui vous remercions pour cette intervention. Comme je vous l'ai dit, si voilà, on a des remerciements pour cette présentation très claire. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un mail, hein. C'est pas du tout engageant, on y répondra avec plaisir. Vous avez nos 2 adresses, donc surtout n'hésitez pas. Exactement. Ok, écoutez, merci beaucoup Lucie, merci Héloïse, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Puis on se retrouve très vite. Et peut-être Héloïse et Lucie à l'Open, Oui, physiquement, tout en à fait, avec présentiel cette plaisir. année. Et à Oui. tous également. Merci beaucoup. À très bientôt Merci, alors. très bonne journée. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci.